Peu connu du grand public, le nouveau ministre des Sénégalais de l'extérieur n'est pas un terrain inconnu. Seynabou Gaye Touré est titulaire d'un diplôme de 3e cycle en diplomatie et stratégie. Il est aussi diplômé en commerce international, ce qui lui a valu d'être responsable import-export d'une grande marque française dans le Moyen-Orient pendant 15 ans. 23 ans passés en France, plus de 40 pays visités, Seynabou connaît les problèmes de ses compatriotes de la diaspora. Pour s'en occuper, la native de Tivaouane a une manière bien à elle. Les Sénégalais de l'extérieur ont besoin d'un traitement spécial. À peuple spécial, traitement spécial. Ils participent à hauteur de 685 milliards au développement de notre pays. Ils ont des problèmes de sécurité sociale, ils ont des problèmes de réintégration, ils ont des problèmes de formation. Tout ça, c'est des problèmes qu'il faut poser sur la table, essayer de trouver au quotidien des solutions. Mariée et mère de 2 enfants, Seynabou développe selon son époux une mystique du travail. Mais elle n'en est pas moins cordon bleu. Il y a une soupe qu'elle me prépare souvent. Et à chaque fois, je suis emporté par les saveurs. C'est une soupe aux petits ronds, avec des moules, avec d'autres fruits de mer, des ingrédients, avec des épices. Voilà. Les odeurs t'envahissent et te portent. Hein? Voilà. De Sinthiou Bamambé à l'Académie de Versailles, que de chemin parcouru par Mamadou Talla. Après un bac et un passage à l'école normale supérieure, il a enseigné au Sénégal avant de s'envoler pour l'Hexagone. Là aussi, il a formé en électrotechnique, mécanique, électricité et autres. C'est donc dire qu'il débarque au ministère de la formation professionnelle avec une expérience qui peut être profitable pour le pays. Il faut insérer donc les jeunes, mais à condition qu'ils aient une formation en adéquation avec aussi disons l'entreprise. Il faut qu'ils soient formés, mais encore faudrait-il qu'ils soient acceptés, que cette formation cadre avec les réalités donc, de la zone donc, de développement. À 38 ans, Abdoulaye Baldé se voit confier le département de l'agriculture et de l'équipement rural. L'ancien technicien du FNUAP a une vision claire de sa mission. C'est de mettre en œuvre la vision claire et sereine du président Macky Sall dans le domaine agricole, qu'il a bien voulu traduire au niveau du document du programme Yoonu Yokkute. Entré en politique en 2010, Bibi pour les intimes est un quart de l'Alliance pour la République. Les députés provinciaux ont voté et la Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Bas-Congo et de la province orientale conformément à la loi électorale. Pour la province du Bas-Congo, sur la liste indépendante est élu gouverneur M. Mbatou Sitou Jacques, avec comme vice-gouverneur Matubwana Koulouki Atou. Pour la province orientale, est élu gouverneur sur la liste indépendante M. Bamanissa Saïdi Jean et vice-gouverneur M. Mombi Opana Pascal. Dans le Bas-Congo, sur 28 votants, Jacques Mbadou Sitou a remporté 17 voix contre 11, obtenues par son challenger Deonkou Sunkunzi. En province orientale, 48 députés provinciaux sur les 95 grands électeurs ont voté pour Jean Bamanissa et 45 pour Jean Ilongo Tokole. La Commission électorale nationale indépendante a supervisé ces opérations électorales. La Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique que les opérations de vote pour le deuxième tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province orientale et du Bas-Congo par les députés provinciaux se sont bien déroulées à Kisangani et à Matadi ce mercredi 31 octobre 2012 avec un taux de participation respectivement de 96,96% et de 100% en présence des témoins, des candidats, des observateurs et des journalistes. Aussitôt après les opérations de vote terminées,
Les bureaux de vote et de dépouillement ont procédé à l'ouverture des urnes et au dépouillement des bulletins. À l'issue de ces dépouillements, les 10 bureaux ont affiché les résultats de cette élection devant les sièges de l'Assemblée provinciale. Du 7 novembre au 21 décembre, pendant tout juste 51 jours, les députés seront à la tâche, sans interruption, même les fins de semaine, pour déférer à leur obligation constitutionnelle de votation des lois. En dehors de la loi des finances au budget 2013, les députés auront à examiner, éventuellement voter aussi, 14 autres projets de loi. Il s'agit, entre autres, de modification de la loi de 1964 sur le mariage, du projet de loi sur l'enregistrement des naissances et des décès survenus durant la crise, des projets de loi portant organisation des collectivités territoriales et de modification de 6 articles du Code électoral. Des séances d'information sont prévues. Ainsi, l'ambassadeur de France viendra-t-il entretenir les députés le 7 novembre du contrat désendettement-développement. Les membres du gouvernement en charge des questions de l'enseignement supérieur, du primaire et du secondaire, ainsi que de l'enseignement technique et professionnel, sont attendus à l'Assemblée nationale le 9 novembre. La situation sécuritaire du pays fera aussi l'objet d'échanges avec les députés, de même que la question de l'opportunité de l'usage du gaz par les autobus de la Sotra. Quant au projet de budget 2013, il sera bien entendu présenté par le ministre de l'économie et des finances en 5 séances, du 26 au 30 novembre. L'innovation cette année, le ministre de l'économie et des finances sera accompagné à ces différentes séances par en tout 26 membres du gouvernement. Les députés pourront ainsi aller dans le détail de l'examen des budgets, ministère par ministère. Dakar a abrité l'atelier de la jeunesse francophone sur les réseaux sociaux. Une vingtaine de jeunes venus de divers pays francophones ont rencontré autant de jeunes Sénégalais très actifs pour échanger sur leur créativité. Ils ont mis en place un nouveau portail. Il s'agit du portail www.jeunessefrancophone.org. C'est un outil mis à leur disposition par la francophonie, par l'OIF, pour leur permettre d'échanger au quotidien, nous le souhaitons en tout cas, pour leur permettre de se former, parce que les expériences des uns et des autres pouvant servir aux homologues ou aux collègues des autres nations, pour leur permettre enfin de formater ce qu'ils veulent faire de la francophonie, parce que ces jeunes constituent l'avenir de la francophonie. Le portail regroupe plusieurs fonctionnalités. Les opportunités offertes par les réseaux sociaux sont grandes et mettent en valeur la créativité des jeunes tout en leur permettant de mutualiser des ressources. C'est une opportunité pour partager toutes nos expériences et compétences communes. Je voulais dire aussi qu'il s'agit d'un projet qui est mis en place par des experts, mais aussi avec la participation des jeunes francophones. Cet atelier nous a permis, à l'heure où nous sommes, de partager les compétences et les expériences. Nul n'ignore, Monsieur le Président de la République, le rôle que les réseaux sociaux sont en train de jouer ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, vous nous avez permis, à travers l'organisation de cet atelier, de se bonifier. Se bonifier surtout à travers, en maintenant le cap Dakar Horizon 2014. Le chef de l'État qui recevait la jeunesse francophone a salué l'engagement de ces jeunes à promouvoir la langue française et de leur appropriation de la plateforme du nouveau portail jeunesse. L'atelier d'appropriation du portail jeunesse de la francophonie est un instrument nouveau et essentiel pour la place de la francophonie dans le monde, mais aussi pour l'expression des jeunes francophones dans la toile. Nous savons que l'anglais domine, c'est clair, c'est une réalité, mais il faut que les francophones se battent pour donner du contenu dans ces forums. Internet aujourd'hui, c'est une autoroute, donc il faut qu'il y ait des véhicules qui transportent les personnes, qui acheminent des contenus. Mais je crois que la jeunesse peut apporter du contenu. Et c'est ça l'intérêt.
de ce que doit être cette jeunesse francophone, en tout cas dans le portail qui a été l'occasion de vous réunir ici à Dakar. Je crois que les outils tels que la radio web, tels que le forum, les groupes de discussion au sein du forum, les appels à concours, c'est là où notre jeunesse francophone peut apporter du contenu et des propositions grâce à la créativité, grâce aux particularités nationales, puisque la francophonie c'est plus de 57 pays, mais c'est également d'autres organisations et chaque pays a une culture ou plusieurs cultures déjà, a un apport à la civilisation de l'universel, comme aimait le dire le président poète Léopold Sédar Senghor. Le président de la République a demandé aux jeunes d'être prudents. Je crois que vous pourrez apporter une très grande contribution à la communauté francophone. Mais alors, attention. Attention, parce qu'il faut des garde-fous. Il faut des garde-fous. L'Internet aussi, on peut tout y trouver. Mais attention de ne pas être absorbé par des appels malsains. On sait que toute la criminalité aujourd'hui, ce qu'on appelle la cybercriminalité, utilise Internet pour accéder aux usagers. Donc on peut vous inviter dans des choses qui ne sont pas très, très bonnes, que ce soit dans le domaine des mœurs, que ce soit dans le domaine de la criminalité elle-même, des trafics de drogue, mais aussi dans les révolutions. Je ne sais pas qu'on ait peur des révolutions, mais il faut aussi savoir que tout ce qui est dans le net n'est pas forcément bien. Notre pays va abriter le prochain sommet de la francophonie en 2014 et le président Macky Sall a demandé aux jeunes de s'impliquer dans l'organisation. Leurs doléances seront prises en compte lors de ce sommet. Il faut donc désormais éviter les contournements, une logique qui a toujours gouverné le schéma économique du Bénin selon le secteur privé. Les deux partenaires s'entendent pour changer de langage et voir les choses autrement, mais un préalable qui attend le consentement mutuel. La question qui se pose tout de suite et que nous tous nous découvrons, sommes-nous réellement prêts? Le président, lui, l'a dit, comment dirais-je, rappelant son prédécesseur, si vous êtes prêts, nous sommes, que lui il est prêt. Mais je voudrais dire au président que nous sommes prêts depuis fort longtemps. Pourquoi des velléités de la part des entreprises? Pourquoi note-t-on toujours des tares du côté de l'administration? Ce matin, les participants en présence du président de la République ont démarré le 3e panel pour le compte de cette table ronde, un panel dirigé par Fouad Amara sur le thème « Partenariat public-privé, outils de financement innovants pour relancer, accélérer le développement au Bénin ». Là-dessus, le communicateur estime qu'il ne faut plus compter exclusivement sur les opérateurs nationaux. Il a insisté sur la formation de la jeunesse comme pour dire qu'il n'y a de richesse que d'hommes et que la meilleure croissance assurée, durable, c'est celle qui provient de l'extérieur. Le partenariat public-privé avec l'étranger peut vous amener une force de frappe financière beaucoup plus lourde et qui générera des effets et des plus-values beaucoup plus importantes au niveau du territoire. Ça ne voudra pas dire qu'il faudra ne pas tenir compte du partenariat avec le privé national. Mais on savait très bien que le secteur privé national ne pouvait pas à lui seul assurer la charge de projets pharaoniques, les moyens financiers n'étant pas existants au niveau du secteur privé national pur et simple. Le Bénin a donc encore des efforts à faire pour évoluer vers les secteurs secondaires et tertiaires en posant ainsi le cadre adéquat pour l'investissement privé. Il faut essayer de pousser vers le développement du secteur secondaire et du secteur tertiaire, c'est-à-dire tout ce qui est industrie, tout ce qui est service, et ne pas rester trop focalisé sur l'agriculture. L'agriculture est aléatoire. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas garantir une très bonne pluviométrie, une très bonne récolte à des terres d'hommes. Donc il faudra jouer sur en fait les spécificités de l'économie béninoise et surtout les spécificités de l'environnement international. Une communication terminée par une citation que je vous invite à partager avec moi. Une citation d'Edgar Morin. Edgar Morin a dit « À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgent, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. »
Au nom de la Guinée-Conakry, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire, les experts délégués ont décrit une situation sécuritaire sous-régionale grandement perturbée, mais pas du tout désespérée. Le temps n'est donc plus à l'observation de cette situation, comme l'a rappelé la secrétaire générale adjointe de l'Union du fleuve Mano, mais à l'action. Il faut un programme de gestion des frontières communes, une synchronisation des horaires d'ouverture et de fermeture, la levée des restrictions de la libre circulation des biens et des personnes, et enfin, il faut harmoniser les certificats de voyage d'urgence assortis de frais. C'est la voie à emprunter et c'est inévitable. Il n'existe donc pas d'alternative à la solidarité et à la mise en commun des moyens pour combattre l'insécurité à nos frontières. Il apparaît évident que c'est ensemble que nous réussirons ou nous ne réussirons pas. Il est indéniable que nous avons besoin de frontières sûres. Une idée appuyée par Paul Kofi Kofi. Pour revenir à un environnement stable, a-t-il ajouté, il y a une impérieuse nécessité à établir des unités conjointes de sécurité et de la restauration de la confiance dans l'union du fleuve Mano afin d'aboutir à des actions pérennes. Il faudra aller bien au-delà de ces objectifs et rechercher des programmes de consolidation, de la paix, du contrôle des armements, de lutte contre le grand banditisme dans le cadre de la gestion de la sécurité transfrontalière. Les résultats de ces travaux préparatoires qui ont démarré ce matin seront soumis à l'appréciation des ministres le 2 novembre prochain. Organisé par le Conseil congolais des chargeurs, ce séminaire a permis de faire un diagnostic où le Congo aujourd'hui a perdu son rôle de pays de transit au profit du Cameroun, ceci à cause du manque de voies de transport fiables. Alors, que faire pour repositionner l'offre congolaise de transport? Quel est le défi que le Congo doit relever? C'est à toutes ces questions que les séminaristes venus des différents ministères, des représentants des sociétés d'exploitation du bois du Nord Congo, une brochette des membres du gouvernement ont, après l'exposé du consultant, échangé sur cette problématique qui nécessite une thérapeutique de choc. Voilà pourquoi l'implication des structures de la chaîne de transport s'avère indispensable, d'où la nécessité du dragage des voies navigables, la construction des routes adaptées au trafic lourd, mais à la longue, il faudrait la construction d'un chemin de fer. Le transport par bateau a toujours été le transport le moins onéreux et qui offre plus de capacité. Augmenter la capacité de production du réseau électrique pour répondre à la demande sans cesse croissante en matière de consommation électrique est l'une des priorités du plan d'action du gouvernement. Dans les régions du Sud, particulièrement touchées par les coupures d'électricité et les perturbations du réseau, d'immenses projets sont lancés pour le renforcement des centrales électriques. Cette centrale électrique appartient à la compagnie Sonatrach et vise à approvisionner les champs pétroliers du gisement de Berkine. Après le gisement pétrolier de Berkine, direction Hassim Saoud Ouest. Cette centrale électrique vient d'être dotée de nouveaux équipements en vue d'augmenter sa capacité énergétique à hauteur de 630 MW d'ici 2013. Ce projet vise au renforcement des capacités de production de l'énergie électrique. Il faut dire que nous avons les moyens nécessaires, les compétences et le savoir-faire. Il faut des productions au niveau local. Pour une bonne répartition de l'énergie, il faut une production locale avec une bonne raccordement. Autant dire que le renforcement et l'extension du réseau électrique des priorités du gouvernement qui appréhende les perturbations courantes vécues durant les périodes estivales et hivernales. Forte mobilisation des populations de la région de Farana pour accueillir la mission gouvernementale. Celle-ci vient procéder à la pose de la première pierre des travaux de construction du grand marché de la région.
L'édifice comprendra un bloc administratif, des latrines, un bâtiment de 28 magasins et une salle de conservation. Les travaux sont confiés à l'entreprise guinéenne de construction et d'entretien des bâtiments, EGICEB. Le coût de réalisation est estimé à plus de 7 milliards de francs guinéens, entièrement financé par le budget national de développement sous la tutelle de l'administration et contrôle des grands projets pour un délai contractuel de 12 mois. Suite à l'évaluation de la Commission nationale des marchés publics, l'entreprise guinéenne de construction et d'entretien des bâtiments, EGICEB-SAL, a été retenue pour la réalisation de cet ambitieux projet qui a un impact sur la vie socio-économique de la population de la région administrative de Farana. Elle s'engage par ma voix non seulement à respecter tous les engagements figurant dans le cahier des charges, mais aussi à utiliser la main-d'œuvre locale pour les travaux de la qualification est requise. Au nom de la laborieuse population de Farana, les autorités préfectorales et communales saluent l'initiative du gouvernement et le respect des engagements du professeur Alpha Condé envers les populations guinéennes. L'occasion était aussi opportune pour la mission d'évoquer les grands chantiers en cours de réalisation et les nombreux défis à relever pendant les 3 prochaines années. Le slogan Farana bastion de changement ne relève pas d'une simple phraseologie, mais plutôt d'un pacte scellé entre le RPG et Farana depuis les moments les plus durs du combat politique de notre président combattant. Le professeur a tenu ses engagements au Faranaka et nous prenons solennellement la promesse que Farana aussi jouera son rôle en mobilisant d'autres ressources humaines et matérielles pour l'accompagner dans son programme. Juste après la cérémonie, une autre manifestation de réjouissance a été organisée par les femmes et les jeunes de la localité pour témoigner à la délégation le soutien inconditionnel des populations de Farana au programme du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Tous réunis au Palais de la Culture Melk Haddad de Constantine pour une seule passion, le 7e art. Un espace qui a rassemblé les amoureux du cinéma entre réalisateurs, artistes et amateurs pour les journées cinéma et révolution. C'est peu de films qui ont été faits sur la grandeur de la révolution, méritait beaucoup plus de films que ça. On aurait pu aborder pas mal de sujets à travers le cinéma, mais il est très important de parler de notre identité et de la révolution algérienne, afin de rapprocher la nouvelle génération de l'histoire de notre pays. C'est par un documentaire consacré au pionnier du cinéma algérien, René Vauthier, qui a débuté la manifestation Cinéma et Révolution. Un documentaire à travers lequel le réalisateur a évoqué le parcours de René Vauthier et son engagement aux côtés de la révolution algérienne. Il a tout laissé derrière lui pour rejoindre la cause algérienne. Pendant des années, il a filmé les Moudjahidines dans les maquis de la Wilaya 1. En marge de cette manifestation, une exposition d'affiches de films et de photographies de figures du 7e art algérien est organisée dans le hall du Palais de la Culture Melk Haddad. Je trouve que c'est une exposition très importante et exceptionnelle. Il y a des films algériens qui ont eu un très grand succès dans les festivals internationaux. Le dernier jour de la manifestation sera marqué par la projection de 2 grands films du cinéma algérien, à savoir La bataille d'Alger et le film Zabana, qui seront suivis d'un débat.